pour que ces molécules d'eau puissent se déplacer de l'environnement jusqu'à la plante, donc ils doivent franchir donc, ces obstacles que constituent donc, les structures cellulaires. Tout d'abord, donc la paroi pectocellulosique. Donc je viens de le dire. Donc en fait, cette paroi elle est formée donc de grosses macromolécules qui laissent entre elles des espaces suffisamment gros pour permettre le passage des molécules d'eau. Et ceci est d'autant plus que les constituants de cette paroi sont hydrophiles. Alors le problème se pose quand les molécules d'eau arrivent au niveau de la membrane plasmique. Alors cette membrane plasmique, donc, comme vous le savez, donc, elle est plutôt constituée de lipides, de phospholipides essentiellement. Alors donc déjà, donc, par rapport aux lipides, les molécules d'eau donc, ne peuvent avoir aucune interaction avec ces molécules d'eau. Donc là, à ce niveau-là, il y a un problème. Comment ces molécules d'eau, maintenant, vont-elles faire pour traverser cette membrane plasmique et se retrouver et pénétrer à l'intérieur des cellules? Alors, donc, c'est à ce niveau-là qu'interviennent donc, en fait, d'autres structures membranaires. Donc, il s'agit de ce qu'on appelle les transporteurs. Alors, ces transporteurs sont des structures protéiques, donc, qui existent, donc qui font partie de la constitution de la membrane plasmique et qui ont comme rôle de transférer des éléments de l'extérieur de la cellule vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ce qu'on appelle les transporteurs. Il y en a énormément, donc j'espère que vous en avez vu au moins les grands types dans d'autres cours, dans votre cours de biologie cellulaire, et peut-être aussi dans d'autres cours de physiologie. Alors donc ici, donc on en parlera pour l'eau, on y reviendra également lorsqu'on parlera donc de la nutrition minérale, donc pour les minéraux également, donc il existe des transporteurs qui permettent de faire rentrer donc ces minéraux à l'intérieur des cellules. Alors pour l'eau, donc je disais donc ces transporteurs, c'est ce qu'on appelle des aquaporines. Donc ces aquaporines, donc ce sont des canaux. C'est le type de ces transporteurs-là. Donc ce sont de type canaux, alors qui sont spécialisés dans le transport de l'eau. Alors quand je dis spécialisés dans le transport de l'eau, il ne faut pas confondre donc avec d'autres molécules, d'autres solutés qui vont se retrouver solubles dans l'eau. Alors en fait, ces transporteurs-là, ils font passer uniquement l'eau et rien d'autre que l'eau. C'est-à-dire c'est la molécule d'eau, H2O, qui traversera ce transporteur et pas autre chose. Donc s'il y a du sucre, s'il y a du sel, s'il y a des minéraux qui sont solubles dans l'eau, ils ne passeront pas à travers les aquaporines. Donc c'est vraiment spécialisé pour faire passer des molécules d'eau. Alors donc ces aquaporines, donc c'est des structures membranaires qui existent chez tous les êtres vivants, depuis les bactéries jusqu'aux formes les plus évoluées, donc représentent l'homme. Dans vos cellules aussi, dans nos cellules, il y a plein d'aquaporines. Donc en fait, ce sont ces molécules-là, ces macromolécules protéiques qui permettent à l'eau de rentrer, de circuler de l'extérieur de la cellule vers l'intérieur de la cellule. Alors, une fois donc c'est tout donc est à l'intérieur des cellules racinaires, donc maintenant donc en fait il doit aussi circuler pour arriver dans tous les organes. Alors maintenant, si vous suivez, donc il y a deux sens de circulation si vous voulez. Donc il y a déjà le sens radial, c'est-à-dire dans le sens du rayon des racines, si vous voulez, donc c'est-à-dire c'est dans le sens horizontal, donc si vous préférez, c'est-à-dire l'eau, les molécules d'eau déjà doivent rentrer à l'intérieur des racines. C'est ce que je viens de décrire maintenant, donc très, très brièvement. Et puis, donc, une fois à l'intérieur des racines, donc cette eau doit être transportée vers les autres organes
de la plante vers les feuilles, vers les fruits, vers les fleurs, etc. Donc, il doit être transporté vers tous les organes de la plante. Alors, ceci, donc, on distingue deux sens de circulation. Une circulation que je viens de dire, donc, qui est dite radiale, c'est-à-dire dans le sens du rayon de la racine, et une circulation verticale qui va faire monter l'eau, donc, à travers la plante jusqu'aux feuilles, jusqu'au bourgeon terminal. Alors, donc, si on essaie de regarder ça, donc, un peu en détail. Donc, on va s'apercevoir en fait déjà donc, que chez les plantes supérieures, donc bien évidemment tout le monde le connaît, donc que l'eau rentre dans la plante au niveau des racines. Alors, mais pas au niveau de toutes les racines et pas aussi au niveau de toute la surface racinaire. Alors, les racines, donc, il y en a c'est des organes également en croissance continue pour une plante. Ça veut dire tout simplement qu'il y a des parties racinaires qui sont plus âgées que d'autres et avec l'âge, donc les racines, en fait, les tissus se subérifient, donc ils apparaissent ce qu'on appelle donc des tissus secondaires, c'est-à-dire qui ont une paroi secondaire. Il y a la paroi primaire pectéocellulosique et en fonction de l'âge, donc en fait cette paroi, elle est également doublée d'une autre paroi, donc qu'on appelle secondaire. Alors, donc, ceci, bien sûr, donc, il est plus vrai dans le cas des plantes pérennes, c'est-à-dire des plantes pluriannuelles, c'est-à-dire qui durent plusieurs années. Donc, il est moins vrai dans les cas des plantes herbacées. Alors, mais dans le cas où il y a des arbres, des plantes pluriannuelles, donc il y a des racines jeunes et il y a des racines plus âgées. Au moins, donc, gardez ça en tête. Et en fait, donc, c'est pas toutes ces racines-là ne participent pas à l'absorption de l'eau. C'est seules les jeunes parties racinaires, c'est-à-dire c'est les parties les plus jeunes qui sont capables d'absorption de l'eau. Une fois donc que les tissus racinaires donc, commencent à s'envelopper d'une paroi secondaire, donc ils ne peuvent plus absorber de l'eau. Les parois secondaires sont souvent formées de lignine et de subérine. Donc ces deux composés-là sont hydrophobes. Alors à ce moment-là, donc ils ne permettent plus donc l'absorption de l'eau. L'eau ne peut plus pénétrer à travers la subérine. Elle ne peut plus donc traverser donc de la lignine, donc des parois secondaires. Alors maintenant, donc ces parties racinaires donc subérifiées, lignifiées, donc chez les plantes, ils servent surtout au maintien, à l'ancrage de la plante au sol. C'est-à-dire, ce sont ces parties-là qui vont maintenir la plante fixée au niveau du sol. Alors, et gardez en tête que ce sont les jeunes parties racinaires qui sont responsables de l'absorption de l'eau. Alors, et au niveau de ces parties racinaires, donc c'est des structures, là aussi spécialisées, donc qui sont responsables donc de cette absorption, ou plutôt qui interviennent dans cette absorption massive, donc des molécules. Alors certainement, on vous en a déjà parlé, donc cette eau, donc il est absorbé au niveau donc de ce qu'on appelle les poils absorbants. Alors en fait, ces poils absorbants, donc c'est juste des cellules épidermiques, donc c'est des cellules de l'épiderme, donc de la racine, donc qui se prolongent sous forme de filaments, c'est-à-dire qui s'allongent sous forme de filaments et qui donnent cette impression ou cette structure en poils. Donc c'est comme si c'était des poils, c'est pas des poils, c'est juste des excroissances, des prolongements des cellules épidermiques. Alors donc en fait ces prolongements des cellules épidermiques qu'on appelle poils absorbants, donc ils sont responsables de la majorité de l'absorption de l'eau absorbée par ces racines-là. Alors en fait donc pourquoi ces structures spécialisées donc en fait permettent l'absorption de l'eau? C'est juste parce qu'en fait ils permettent une augmentation de la surface de contact. Ces cellules en se prolongeant dans le sol de cette façon-là, il augmente la surface de contact entre la plante et
et l'eau, et comme ça, il maximise donc l'absorption de l'eau. Alors maintenant, donc, mais au niveau de ces poils absorbants, au niveau de ces excroissances des cellules épidermiques, donc en fait, on revient à ce que j'ai expliqué donc, au début. Donc en fait, ces cellules-là épidermiques, avec leurs poils absorbants, avec leur excroissance, donc sont constituées tout d'abord d'une paroi primaire pectocellulosique et puis d'une membrane qu'il faudra franchir avant de se retrouver à l'intérieur des cellules. Alors maintenant, donc, et tout ça, donc bien sûr, bien évidemment, donc je le rappelle, donc c'est un phénomène passif, c'est-à-dire donc c'est un phénomène dans lequel la plante, qui est indépendant en quelque sorte de l'énergie de la plante, donc la plante ne dépense pas d'énergie pour ces phénomènes-là. Alors ici, donc je vais agrandir un peu, donc vous avez donc une coupe transversale de la racine. Donc, vous savez, donc au centre de la racine, vers le milieu de la racine, vous avez ce qu'on appelle les vaisseaux conducteurs. Donc, ces vaisseaux conducteurs donc, se retrouvent donc, dans ce qu'on appelle donc, la stèle. Donc, la stèle, c'est ce centre de la racine qui est également délimité, entouré par des cellules qui ressemblent à un épiderme. Donc, c'est un épiderme qui se retrouve à l'intérieur de la racine et qu'on appelle endoderme. Donc, il a la même structure donc, que ces cellules épidermiques donc, qui se retrouvent dans le cortex. Alors ici, donc, il se retrouve à l'intérieur donc, de la racine et par conséquent, on les appelle un endoderme. Alors, donc, dans la stèle, donc, vous avez donc, les vaisseaux, les conducteurs. Alors maintenant, cette eau donc, qui va rentrer donc, au niveau des poils absorbants doit faire son chemin jusqu'au système vasculaire de la plante. Alors, différentes possibilités s'offrent à la molécule d'eau. Donc, soit la molécule d'eau, donc elle entre à l'intérieur des cellules et passe d'une cellule à l'autre. Soit l'eau, donc elle circule à l'extérieur donc des membranes cellulaires, c'est-à-dire l'eau va franchir juste la paroi cellulaire, mais il ne va pas rentrer à l'intérieur des cellules, il va rester à l'extérieur des membranes cellulaires. C'est ce qu'on appelle l'apoplasme. Par contre, donc s'il entre dans les cellules et passe d'une cellule à une cellule, donc c'est ce qu'on appelle le symplasme. Alors donc, deux voies possibles ici, donc soit une voie symplasmique, c'est-à-dire l'eau rentre dans la cellule et passe d'une cellule à l'autre par les plasmodesmes. Vous savez donc que les cellules donc, contiguës, c'est-à-dire les cellules qui se trouvent les unes à côté des autres, donc en fait ils communiquent par leur cytoplasme. Donc il y a une discontinuité de la membrane plasmique des cellules contiguës. Alors donc, je n'ai pas ici de photos de plasmodesme, mais donc c'est quelque chose donc, que vous pouvez chercher donc, dans vos anciens cours ou que vous pouvez chercher par Internet, donc vous le verrez tout simplement. C'est-à-dire que il y a une continuité de cytoplasme d'une cellule à une cellule voisine et ainsi de suite. Alors, cette continuité de cytoplasme entre cellules voisines, c'est ce qu'on appelle le symplasme. Et cette continuité, elle est rendue possible par ce qu'on appelle des plasmodesmes, c'est-à-dire des petites ouvertures qui font communiquer une cellule à une autre et dans lesquelles donc, la membrane plasmique de la cellule 1 va se relier à la membrane plasmique de la cellule adjacente. Alors donc, cette continuité cytoplasmique, donc c'est ce qu'on appelle le symplasme. L'eau, il peut circuler très bien dans le symplasme, c'est-à-dire une fois à l'intérieur d'une cellule, il va passer dans l'autre cellule et ainsi de suite jusqu'à arriver au niveau des vaisseaux conducteurs. Donc ça, on est toujours en train de parler donc en fait de la circulation radiale de l'eau. Alors donc il y a autre possibilité, c'est que les molécules d'eau franchissent juste la paroi pectocellulosique, c'est-à-dire ils traversent juste la paroi, mais ils ne traversent pas la membrane. Donc ils restent dans cet espace-là qui est entre la paroi
et la membrane des cellules. Et cet espace-là, c'est ce qu'on appelle l'apoplasme. Donc, et l'eau peut circuler à l'extérieur des membranes plasmiques jusqu'au cylindre central. Et cette voie-là, c'est ce qu'on appelle la voie apoplasmique. Alors maintenant, dans la voie symplasmique, donc en fait, pour rentrer dans la cellule, il faut que la molécule d'eau traverse la paroi et la membrane. Il faudra qu'il traverse au moins une fois la membrane pour se retrouver à l'intérieur de la première cellule et après, donc, il circulera d'une cellule à l'autre via les plasmodes. Alors, donc, dans ce cas-là, il faut traverser au moins une fois la membrane et dans ce cas-là, il faut qu'il fasse ceci, donc c'est-à-dire qu'il fasse cela, pardon, donc c'est-à-dire c'est traversé par des structures spécialisées qu'on appelle des transporteurs d'eau ou des aquaporines. Alors dans l'autre cas, donc vous voyez donc en fait que ça peut traverser la paroi pectocellulosique, donc sans être obligé donc de rentrer à l'intérieur des cellules, donc et continuer son chemin à l'extérieur des membranes cellulaires, donc jusqu'au plasmodes. Alors ici, donc, c'est ce qu'on appelle la voie symplasmique et la voie apoplasmique. Alors il y a une troisième possibilité, bien sûr. Donc l'eau, les molécules d'eau font ce qu'elles veulent. Donc il n'y a pas un chemin forcé, c'est-à-dire une molécule d'eau peut très bien commencer son chemin dans la voie apoplasmique et puis rentrer quelque part dans la cellule pour continuer dans le symplasme et puis ressortir du symplasme pour se retrouver dans l'apoplasme et ainsi de suite. Donc en fait, cette troisième voie, c'est ce qu'on appelle la voie transmembranaire, c'est-à-dire rentrer dans une cellule, ressortir d'une cellule et repartir dans l'apoplasme, puis rentrer dans le symplasme et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la voie transmembranaire, c'est-à-dire à chaque fois que les molécules d'eau peuvent traverser des membranes. Donc voilà. Donc ce qui est important là, c'est que juste que vous compreniez que les molécules d'eau, donc ils vont suivre le chemin qu'ils veulent, et il y a différentes possibilités. Donc soit à rester à l'extérieur des membranes dans l'apoplasme, soit rentrer dans les cellules et circuler dans la continuité cytoplasmique qu'on appelle le symplasme, soit en fait rentrer, sortir des cellules vers l'apoplasme et puis de l'apoplasme vers les cellules. C'est ce qu'on appelle la voie transmembranaire. Alors maintenant, donc, il y a quelque chose de très important. Alors donc tout ça, il est vrai. Tout ce que je viens d'expliquer concernant ces voies-là, apoplasmiques, symplasmiques et transmembranaire, est vrai donc dans le cortex, c'est-à-dire avant la stèle, avant le cylindre central. Donc avant le cylindre central, donc tout ce que je viens de dire, donc elle est possible. Alors au niveau du cylindre central, donc on rencontre donc cette couche de cellules spéciales, donc qu'on appelle l'endoderme, c'est-à-dire cet épiderme interne. Alors cet épiderme interne, il a une particularité, c'est que ce sont des cellules qui ont une paroi secondaire. Donc, ils n'ont plus donc, juste une paroi pectocellulosique primaire, mais ils ont en plus de la paroi pectocellulosique une paroi secondaire, une paroi subérifiée. Alors, rappelez-vous donc ce que j'ai dit donc, par rapport aux racines âgées, donc, qui ont des parois secondaires dont les cellules déjà de l'épiderme, du cortex, ont des parois secondaires. Alors ici, donc, en fait, toutes les cellules de la stèle, toutes les cellules de l'endoderme, donc, sont subérifiées. Elles sont subérifiées depuis le départ. Alors, ça suppose quoi? Ça suppose, en fait, que l'eau ne peut plus rentrer. Donc, l'eau peut circuler librement, soit par le symplasme, l'apoplasme ou par la voie transmembranaire, jusqu'à cette couche de cellules de l'endoderme. Une fois que l'eau arrive ici, donc en fait, elle ne peut plus circuler de la même manière. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il ne peut plus pénétrer dans les cellules parce qu'ils sont subérifiés. Et la seule façon de rentrer dans les cellules, donc c'est pas traverser la paroi de ces cellules, mais c'est de rentrer à travers les plasmodes.
c'est-à-dire rentrer à travers la continuité cytoplasmique. La continuité cytoplasmique, donc c'est que cette cellule-là, qui est juste derrière une cellule de l'endoderme, communique avec la cellule de l'endoderme via le symplasme, via des plasmodesmes, et c'est à ce niveau-là que c'est par ce passage-là que l'eau peut rentrer dans les cellules de l'endoderme. Il peut en ressortir également des cellules de l'endoderme de la même manière. C'est-à-dire la seule possibilité, la seule possibilité qu'il y a pour les molécules d'eau pour rentrer dans le cylindre central, pour traverser cette couche d'endoderme, c'est de rentrer à travers le symplasme. Alors, rentrer à travers le symplasme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut passer par la membrane plasmique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut passer par la membrane plasmique? Ça veut dire tout simplement qu'il faut absolument rentrer à travers des transporteurs. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est à ce niveau-là que se fait la sélection des éléments qui vont rentrer dans la cellule ou qui ne peuvent pas rentrer dans la cellule. Alors, puisque donc en fait, se retrouver dans le symplasme, ça suppose la traversée de la membrane plasmique. La traversée de la membrane plasmique suppose l'existence des transporteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un élément donné qui n'a pas de transporteur au niveau de la membrane plasmique, il ne peut pas se retrouver, il ne peut pas rentrer dans la cellule. S'il ne peut pas rentrer dans une cellule, il ne peut pas se trouver dans le symplasme. Et s'il ne peut pas se trouver dans le symplasme, il ne peut pas rentrer au niveau du cylindre central. Il peut suivre le chemin dans l'apoplasme jusqu'au cylindre central, parce que là, dans l'apoplasme, il ne traverse aucune membrane, mais il ne rentrera pas au niveau du cylindre central. Parce que rentrer au niveau du cylindre central, donc ça suppose qu'il faut rentrer par le symplasme, parce qu'on ne peut plus rentrer à travers la paroi de l'endoderme, cette paroi qui est subérifiée. Alors, ça veut dire qu'en fait, en résumé, en conclusion ici, donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui arrive jusqu'au cylindre central est déjà rentré dans une cellule. Ça veut dire quoi? Il est déjà rentré dans une cellule, ça veut dire qu'il est déjà rentré par un transporteur, c'est-à-dire que la cellule a permis sa rentrée à l'intérieur. Donc c'est une sorte de contrôle, c'est une sorte de douane dans laquelle les cellules sélectionnent ce qui rentre à l'intérieur, dans leur intérieur, et ce qui ne rentre pas. Bien. Alors maintenant, donc, cette couche particulière de l'endoderme, c'est ce qu'on appelle la bande de Gaspari. Alors, je récapitule. Donc, la voie apoplasmique, transmembranaire et symplasmique sont valables donc jusqu'à l'endoderme. Au-delà de l'endoderme, c'est seule la voie symplasmique qui est valable. C'est uniquement la voie symplasmique qui va permettre l'entrée des molécules d'eau. Ici, on parle des molécules d'eau qui va permettre l'entrée des molécules d'eau au niveau du cylindre central. Au niveau du cylindre central, donc les cellules donc au niveau du cylindre central sont majoritairement des cellules conducteurs. Alors les vaisseaux conducteurs, donc on vous en a déjà parlé, donc il y en a deux types, il y a du xylème et du phloème. Alors les tissus spécialisés dans le transport de l'eau sont les tissus de xylème. Alors là aussi, donc juste pour rappel rapidement. Alors, pour rappel, donc, ces cellules de xylème, donc, ce sont, comme je viens de le dire, ce sont des cellules spécialisées dans le transport de l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ce sont déjà des cellules mortes. Donc, ce n'est pas des cellules vivantes, c'est des cellules mortes. Et puis, donc, ce sont, dans leur spécialisation, dans leur maturation, donc, en fait, ce xylème, donc, il prend naissance dans un autre tissu qu'on appelle le protoxylème. Ce protoxylème, c'est lui qui va donner des cellules qui vont, une fois adultes,
une fois donc, ils ont atteint l'âge adulte, ils vont devenir spécialisés dans le transport des molécules d'eau. Alors, donc, ce passage-là, du protoxylème au xylème, c'est ce qu'on appelle la maturation. C'est-à-dire, on parle d'une maturation du xylème, donc qui va devenir mature. Alors, qu'est-ce que ça implique, cette maturation du xylème? Il va, bien sûr, vous l'avez compris, donc c'est ce qui va permettre la spécialisation pour le transport d'eau. Mais qu'est-ce que ça implique d'un point de vue structural? Donc, c'est que ces cellules vont perdre tout leur organisme cellulaire. Ils vont mourir, ils vont perdre tout leur organisme cellulaire. C'est-à-dire, dans les cellules de xylème, donc il n'y a ni noyau, il n'y a ni membrane, il n'y a ni chloroplaste, il n'y a ni appareil de Golgi, il n'y a ni réticulum, il n'y a ni mitochondrie, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qui reste en fait? Il reste juste le squelette de la cellule, donc c'est-à-dire il reste ses parois. Ce sont ces parois pectocellulosiques qui restent donc, et qui vont former des sortes de tuyaux donc, pour le transport d'eau. Alors là aussi, donc, si vos souvenirs sont bons, alors vous allez vous rappeler qu'en fait, on vous a déjà parlé de deux types de vaisseaux conducteurs xylémiques, des tubes parfaits et des trachéides. Donc, ce qu'on appelle des tubes parfaits, des trachées ou des trachéides, ou des vaisseaux conducteurs imparfaits. Donc, soit des vaisseaux conducteurs parfaits qu'on appelle trachées, soit des vaisseaux conducteurs imparfaits qu'on appelle trachéides. Alors, en fait, les trachées, les vaisseaux conducteurs parfaits, donc en fait, c'est une sorte de tuyau, tout simplement. C'est-à-dire, chaque cellule xylémique va se superposer exactement sur une autre. Vous avez une cellule xylémique et sur cette cellule, vous avez exactement une autre et ainsi de suite. Et tout ça forme un canal, un tuyau. Donc, c'est ce qu'on appelle des vaisseaux conducteurs parfaits ou des trachéides. Alors, ceci, donc, c'est ce qu'on rencontre chez les plants supérieurs. Alors, par contre, les trachéides, donc, on les rencontre chez les gymnospermes, mais également chez certaines angiospermes. Donc, on peut rencontrer également des trachéides. Alors, ces trachéides, c'est quoi? Donc, en fait, c'est pas les cellules xylémiques, donc en fait, ne sont pas superposées. On ne va pas les retrouver une exactement sur l'autre, mais ils chevauchent. Ils vont chevaucher une sur l'autre. Alors maintenant, là aussi, donc, pour vous donner un peu donc, une image, pour essayer de visualiser ce que c'est. Alors maintenant, donc, quand on fait une corde, vous savez ce que c'est qu'une corde? Oui ou non? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Quand on fait une corde, est-ce que les fibres qui font la corde, est-ce qu'ils ont la taille de la corde? Est-ce que la corde elle est faite de fibres qui ont la même taille que la taille qu'on obtient de la corde en fin de compte? Non. Alors les fibres, donc, ils sont beaucoup plus courtes. Ils sont beaucoup plus courtes. Alors maintenant, comment on fait une corde avec ceci, avec des fibres beaucoup plus courtes? C'est qu'on va les chevaucher, c'est-à-dire, donc on va les intercaler les unes avec les autres. Avant que l'autre finisse, on va mettre une autre et ainsi de suite. Alors, c'est la même image que les trachéides. Donc, en fait, les trachéides, ils sont faits comme ça, des cellules qui chevauchent les unes à côté des autres, donc depuis la racine jusqu'aux feuilles. Donc, en fait, il faut imaginer qu'à l'intérieur de la plante, il y a quelque chose qui ressemble à des cordelettes, donc des petites cordes, des cordes microscopiques. Donc, et ces cordes microscopiques donc, sont faites, ce sont des cellules de trachéides. Et ces cellules de trachéides, c'est ce qui va permettre donc en fait de faire circuler l'eau depuis les racines jusqu'au sommet de la plante. Alors juste pour rappel, donc il faudra ici
noter que certaines plantes donc, atteignent des hauteurs assez conséquentes, assez élevées. Donc, il y a des arbres qui peuvent atteindre des dizaines de mètres et parfois 100 mètres de hauteur. Alors, c'est énorme. Alors, donc, en fait, c'est sur cette hauteur-là, sur cette hauteur des dizaines de mètres, qu'en fait, l'eau va être transportée depuis les racines jusqu'au sommet de la plante, dans ces structures-là que vous venez de voir. Donc, soit dans du xylème, dans tous les cas, pardon, mais soit dans des trachées, des vaisseaux conducteurs parfaits, soit dans des trachéides, c'est-à-dire des vaisseaux conducteurs imparfaits. Alors ici, donc, vous voyez, donc, en fait, que ce soit pour les trachées, pour les cellules trachées ou les trachéides, qu'il y a des perforations, des petits pores, des petites ouvertures le long de toutes les cellules. Alors en fait, ce n'est pas des trous, ce n'est pas des pores vraiment, mais c'est des endroits où la paroi, donc en fait, rappelez-vous, donc dans ces cellules-là mortes spécialisées dans le transport de l'eau, il ne reste que la paroi pectocellulosique. Et à ce niveau-là, en fait, la paroi, elle est extrêmement mince. Elle est très mince et ça apparaît comme étant des perforations, comme des pores. Donc, et ça permet en fait de sortir l'eau donc dans le sens horizontal. Alors, cette perforation, ça peut être quelque chose qui ressemble à des trous, mais ça peut être aussi donc, sous forme d'anneaux, sous forme en zigzag, etc. Donc, ça dépend des espèces. Donc, il y a tous les types. Donc, mais sachez que, en fait, donc, cette paroi, elle est amincie donc, sur les parois latérales des cellules et c'est ce qui permettra donc à l'eau de circuler aussi dans un sens horizontal au niveau à monter. Alors si cette eau monte sur des dizaines de mètres, depuis le sol jusqu'au sommet des arbres, jusqu'au sommet des plantes, c'est qu'en fait, soit il y a quelque chose qui le pousse depuis le bas vers le haut, soit quelque chose qui le tire du haut, c'est-à-dire qui l'aspire, soit les deux. Donc, il n'y a pas beaucoup de solutions. Donc, il n'y a que ces trois hypothèses qu'on peut émettre. Donc, soit quelque chose qui pousse vers du bas, parce qu'en fait, il faut vaincre la gravité. Donc, la gravité, donc, il tire sur cette eau donc, vers le bas. La pression atmosphérique aussi donc, pousse pour cette eau vers le bas. Donc, il devrait y avoir des forces qui poussent cette eau du bas vers le haut, ou qui le tirent du haut, ou bien les deux. Alors maintenant, il y a longtemps qu'on a cru en fait que dans les racines des plantes, il devrait y avoir quelque chose qui ressemble à une pompe, c'est-à-dire comme un cœur pour les plantes, pour les animaux, pardon, et qui va pomper cette eau-là, qui va pousser cette eau-là pour aller vers le haut, pour atteindre toutes les parties de la plante. Alors, cette théorie-là, donc en fait, il a été appuyé par des observations qu'on peut faire si on coupe une plante. Si vous coupez une plante au ras du sol, vous allez voir de l'eau, de la sève, sortir de la section, c'est-à-dire de la coupure, de là où vous avez coupé. Vous allez pouvoir voir, donc en fait, qu'il y a de la sève qui sort. Alors, s'il y a de la sève qui sort, c'est qu'il y a quelque chose qui pousse depuis les racines pour la faire remonter. Alors maintenant, c'est ce qu'on appelle la poussée racinaire. Alors, cette poussée racinaire, donc,
Et d'autant plus, donc en fait, on a cru donc, à cette théorie, donc on a cru, je dis maintenant, on a cru parce que maintenant on sait que ce n'est pas le cas. On y a cru parce qu'on peut mesurer une certaine pression au niveau donc, de la section de la plante. C'est-à-dire, si vous coupez, si vous mettez un appareil pour mesurer s'il y a une pression, c'est-à-dire quelque chose qui pousse, donc vous pouvez mesurer une certaine pression, donc en fait, à ce niveau-là. Et c'est comme ça que qu'on a conclu, en fait, qu'il y a quelque chose dans les racines qui pousse cette eau pour la faire monter dans la plante. Et on a appelé ça poussée racinaire. Alors maintenant, on sait que dans la plante, il n'y a pas d'organe, dans les racines, il n'y a pas d'organe qui est spécialisé pour ça. Donc, et cette poussée racinaire, en fait, donc, ce qu'on a cru être la poussée racinaire, en fait, il n'y a aucun organe qui permet de faire ça, c'est-à-dire il n'y a pas en quelque sorte de pompe à l'intérieur des racines pour pomper cette eau-là vers le haut. Alors, on reviendra peut-être tout à l'heure donc, sur l'explication de ce phénomène-là. En fait, je peux déjà peut-être en dire donc, juste quelques mots. Donc, en fait, c'est juste la différence du potentiel hydrique qui fait ça. C'est-à-dire que le potentiel hydrique, plus on monte dans la plante, plus le potentiel hydrique est bas, c'est-à-dire plus il est négatif. C'est-à-dire que les potentiels hydriques de l'eau, ils sont toujours élevés vers le bas que vers le haut de la plante. C'est ce qui permet donc cette circulation de l'eau. Alors, cette circulation de l'eau, elle est de temps en plus facilitée, elle est rendue possible par le phénomène de capillarité. Rappelez-vous donc en fait ce qu'on avait expliqué par rapport donc à ce phénomène-là. Alors, ce sont les forces d'adhésion et de cohésion de l'eau, c'est-à-dire le fait que les molécules d'eau donc en fait sont reliées entre elles. C'est le fait que les molécules d'eau peuvent se lier à des matériaux non solubles qui font que cette eau peut monter dans des tubes avec un diamètre réduit. Alors, donc, ces phénomènes-là, c'est ce qu'on appelle la capillarité. Donc, c'est quelque chose déjà que vous pouvez observer dans des tubes très fins, donc à l'œil nu. Alors maintenant, donc ça, c'est des cellules microscopiques, donc c'est de la taille. Les diamètres des cellules xylémiques, c'est de quelques microns. Alors, les phénomènes de capillarité à ce niveau-là, donc au niveau de ces petits diamètres microscopiques, donc sont très importants, sont d'une grande importance, et la hauteur sur laquelle donc, peut monter l'eau dans cette tube capillaire, elle est très élevée. Alors maintenant, déjà, on a vu deux éléments qui permettent de la montée d'eau. Premièrement, donc la différence de potentiel hydrique qui est toujours plus bas vers le haut de la plante. Et puis la deuxième chose, donc c'est cette capillarité, donc qui va permettre donc aux molécules d'eau, grâce aux forces d'adhésion et aux forces de cohésion, de progresser au niveau des tubes de xylème. Alors maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre au niveau de la plante qui permet de soutirer, donc en fait d'aspirer cette eau? Alors maintenant, au niveau des racines, donc au niveau du bas, il y a ces deux phénomènes-là, on l'a compris. Donc il y a la différence de potentiel hydrique qui est de plus en plus, le potentiel hydrique qui est de plus en plus négatif, plus on monte dans la plante. Et puis également, il y a ce phénomène de capillarité. Alors au niveau des feuilles, au niveau des parties aériennes de la plante, l'eau peut partir par transpiration, peut être perdue par transpiration. C'est-à-dire, en fait, l'eau, elle sort de la plante à travers les stomates sous forme de vapeur, et ceci, dans certaines conditions, ça peut créer une pression négative, c'est-à-dire une pression inférieure à la pression atmosphérique. C'est-à-dire au niveau des feuilles, il est possible que par des moments où la transpiration est intense, il est possible que la pression à l'intérieur de ces feuilles-là, elle est inférieure à la pression atmosphérique. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle des pressions négatives. Alors au niveau des racines, puisque l'eau rentre, si l'eau rentre dans les racines, les cellules racinaires vont devenir
turgescente. Et dans le cas de turgescence, rappelez-vous ce qu'on avait expliqué par rapport au potentiel hydrique, c'est qu'il va régner une pression positive, c'est-à-dire une pression amenée par l'élasticité des parois et qui est une pression supérieure à la pression atmosphérique. Alors, je récapitule. Au niveau des racines, une pression positive, un potentiel hydrique de plus en plus négatif, plus on monte dans la plante, une capillarité des tissus conducteurs, une possibilité de pression négative au niveau des feuilles. Alors tout ça, c'est ce qui permet à l'eau de monter dans la plante. Ce sont tous ces phénomènes-là qui permettent à l'eau de monter dans la plante. Alors je vais revenir juste sur ce que je viens de dire par rapport à cette pression négative au niveau des feuilles. Alors pression négative au niveau des feuilles, c'est-à-dire c'est une pression inférieure à la pression atmosphérique. Alors, une pression inférieure à la pression atmosphérique, c'est ce que vous faites lorsque vous aspirez dans des pipettes. Lorsque vous buvez votre jus, lorsque vous prenez votre jus avec une paille, c'est ce que vous faites. Vous aspirez l'air qu'il y a dans la paille pour créer une pression inférieure à la pression atmosphérique. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que votre jus, que votre liquide, il monte dans votre paille. Donc, vous avez tous fait ça. C'est exactement ce qui se passe un peu dans la plante à une échelle microscopique, c'est-à-dire au niveau des feuilles, l'évaporation de l'eau et la perte d'eau par transpiration, la sortie d'eau par transpiration à travers l'estomac, va créer une pression négative qui va tirer sur les molécules d'eau qui déjà montent par capillarité et par différence de potentiel hydrique et qui sont également poussées par des pressions positives au niveau des racines, c'est-à-dire des pressions qui règnent dans des cellules complètement turgescentes. Alors, tous ces éléments-là, je répète, pression positive au niveau des racines, pression négative au niveau des feuilles, capillarité, différence de potentiel hydrique, donc de plus en plus négatif, donc plus on monte vers la plante. Tous ces éléments-là ont été rassemblés dans une théorie qu'on appelle la théorie de cohésion-tension. Et c'est avec cette théorie-là, c'est-à-dire avec tous ces éléments-là réunis, qu'on explique la montée d'eau dans les plantes, à travers le système vasculaire des plantes. Alors, avant de continuer, donc, je vais m'arrêter pour vous demander donc, si vous n'avez pas de questions par rapport à ça. Alors, pas de questions? Alors comme ça, donc si vous n'avez pas de questions, donc on peut continuer. Alors ici, donc, je vais juste expliquer un autre phénomène. Donc c'est ce que vous voyez dans la photo devant vous. Donc c'est que vous avez donc de l'eau donc liquide qui sort des extrémités des feuilles. C'est ce qu'on appelle le phénomène de guttation. Alors maintenant, donc, en fait, ce phénomène-là, il se passe à quel moment? Il se passe quand la transpiration devient impossible, quand la plante ne peut plus transpirer, c'est-à-dire il ne peut plus perdre de l'eau alors qu'il en absorbe, c'est-à-dire la plante va continuer à absorber, mais il ne perd pas de l'eau par transpiration. Et à ce moment-là, donc, il est obligé de faire sortir l'eau par les extrémités des vaisseaux conducteurs, donc au niveau des feuilles. Et vous allez voir, donc, en fait, ces gouttes d'eau, donc, perlées au bord des feuilles.
Alors maintenant, donc, quand est-ce que la transpiration devient impossible? C'est quand, en fait, le différence de potentiel hydrique, si vous voulez, entre la plante et l'atmosphère ne permet pas le transfert, le passage de l'eau de la plante vers l'atmosphère. Alors donc, quand la transpiration devient impossible, quand les potentiels hydriques ne permettent plus le transfert de l'eau de la plante vers l'atmosphère, et quand est-ce que ces potentiels hydriques donc, ne sont plus favorables au transfert de l'eau vers l'atmosphère, c'est quand le potentiel hydrique de l'atmosphère est égal au potentiel hydrique de la plante. Alors pour l'atmosphère, donc on parle plus souvent pas de potentiel hydrique, mais on parle d'humidité relative. C'est quand en fait il y a beaucoup d'eau dans l'atmosphère. C'est-à-dire quand l'atmosphère est saturée en molécules d'eau, c'est quand l'atmosphère est saturée en eau, c'est par des temps où il y a beaucoup de brouillard, par exemple. Quand il y a beaucoup de brouillard, donc la plante ne peut plus transpirer parce que l'eau ne peut plus quitter les feuilles vers l'atmosphère. Donc ceci est impossible est rendu impossible par la différence des potentiels hydriques, alors que la plante va continuer à absorber. Il continue à faire rentrer de l'eau continue à rentrer dans la plante, alors qu'il ne peut pas en perdre, et par conséquent, la seule manière donc, de faire ressortir l'excès d'eau, c'est de le faire ressortir sous forme liquide, donc ça sous forme liquide par l'extrémité des nervures, et ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle la guttation. Alors maintenant, il y a juste, par rapport à ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, par rapport à la théorie de tension-cohésion. Alors, c'est-à-dire, donc cette pression positive au niveau des racines, ces potentiels hydriques de plus en plus bas, plus on monte de la plante, la capillarité et les pressions négatives au niveau des feuilles. Alors, il y a juste un petit problème par rapport à ça, c'est qu'en fait, on peut se dire, est-ce que, puisqu'il y a cette pression négative au niveau des feuilles, est-ce qui tire sur l'eau, on va tirer sur la colonne d'eau microscopique qui se retrouve à l'intérieur des vaisseaux conducteurs, est-ce qu'en tirant fortement sur cette eau-là, est-ce qu'on ne va pas faire introduire de l'air? Alors, ce phénomène-là également, c'est quelque chose que vous avez déjà pu observer. Quand vous pipetez lors de vos travaux pratiques, par exemple, quand vous utilisez des pipettes en verre, et quand vous pipetez dans une solution, parfois, vous avez de l'air qui rentre à l'intérieur de vos pipettes. Alors, ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle le phénomène de cavitation. C'est-à-dire, il y a de l'air qui pénètre parce qu'en fait, la colonne d'eau s'est interrompue. La colonne d'eau, la continuité de l'eau à l'intérieur de votre pipette, il s'est interrompu sous l'intensité de l'aspiration. C'est-à-dire, vous avez inspiré violemment, d'une manière forte, et par conséquent, il y a rentrée de cette eau-là. Alors maintenant, ce phénomène-là de cavitation, on peut se poser cette question, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui se passe chez les plantes? Parce que tout simplement, si ça se passe, donc ça peut être très grave. Parce qu'en fait, des bulles d'air qui vont être coincées à l'intérieur de ces vaisseaux microscopiques vont empêcher la montée d'eau, ils vont empêcher la circulation de l'eau à l'intérieur de ces vaisseaux xylémiques. Donc, s'il n'y a plus donc, en fait, circulation de l'eau, donc en fait, la plante ne peut plus se développer, croître, donc il pourra même en mourir. Alors, on s'est rendu compte en fait que ça existe. En fait, c'est un phénomène qui se passe chez les plantes. Alors, vous l'avez peut-être compris, que ça se passe lorsqu'il y a cette force d'aspiration induite, provoquée par la transpiration qui est trop forte. C'est-à-dire, par moment où la transpiration est trop forte,
C'est-à-dire, lorsque la transpiration de la plante est trop forte, il peut y avoir cavitation, il peut y avoir pénétration d'air à l'intérieur des vaisseaux conducteurs. Alors, maintenant qu'on sait que c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de la plante par moment où la transpiration est importante. Alors maintenant, vous savez quand est-ce que la transpiration est importante, c'est quand il fait très très chaud, quand la différence de potentiel entre la plante et l'atmosphère est très très élevée. C'est à ce moment-là que l'eau va partir d'une manière intense de la plante vers l'atmosphère. Donc, par conséquent, la transpiration va être très, très importante et très intense. Et c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir pénétration de bulles d'air à l'intérieur des vaisseaux conducteurs, donc où il peut y avoir cavitation. Alors maintenant, quand on sait que c'est des phénomènes qui arrivent au niveau des plantes, on peut se poser la question comment les plantes font-elles pour survivre à ce phénomène-là? C'est-à-dire, c'est quelque chose qui arrive, donc vous l'avez compris, donc, comme je l'ai dit, comme je l'ai expliqué, que c'est quelque chose qui est préjudiciable qui peut être préjudiciable à la plante, qui peut entraîner sa mort, parce que ça peut empêcher la circulation de la sève au niveau de la plante. Alors maintenant, si c'est quelque chose qui arrive, comment la plante fait-elle pour survivre par rapport à ça? Alors, il y a différentes explications à cette question. Alors maintenant, tout simplement, donc ceci, ça arrive dans un vaisseau conducteur. Donc en fait, dans la plante, il n'y a pas qu'un seul vaisseau conducteur, il y a plusieurs vaisseaux conducteurs. Donc ça peut arriver dans certains vaisseaux, mais pas dans tous les vaisseaux en même temps. Alors la deuxième explication, c'est qu'en fait, la plante, il fabrique également des vaisseaux conducteurs en continu. Donc, la fabrication, la production de vaisseaux conducteurs, du protoxylème vers l'oxylème, c'est quelque chose qui est continu. Donc, il y a tout le temps des vaisseaux conducteurs neufs, donc qui même si c'est les anciennes, ne servent plus, donc ou sont mis hors état de fonctionnement par ce phénomène de cavitation. Alors, donc, il y a cet aspect-là, que ça peut toucher un vaisseau, des vaisseaux, mais pas tous les vaisseaux. Et puis, il y a cet aspect-là que la plante, ça permet de produire tout le temps des vaisseaux conducteurs nouveaux. À cela s'ajoute autre chose, c'est qu'en fait, ce phénomène de cavitation, quand il se passe, il peut également disparaître dans certaines conditions. C'est-à-dire, donc, cette bulle d'air qui va se retrouver coincée à l'intérieur des tissus exolémiques peut se dissoudre dans l'eau. Alors, vous savez que les gaz, ils ont une certaine solubilité dans l'eau sous des conditions particulières. Donc, en fait, là aussi, cette bulle d'air coincée à l'intérieur des vaisseaux conducteurs peut disparaître dans certaines conditions, dans les mêmes conditions particulières. Alors, donc, pour augmenter la solubilité des gaz dans l'eau, il faut baisser la température. Il ne faut pas augmenter la température, contrairement aux solutés. Il faut plutôt baisser la température. C'est-à-dire la solubilité des gaz dans l'eau, il augmente avec la baisse de la température et pas avec l'augmentation de la température. Alors ça, c'est la première chose à se mettre en tête. La deuxième chose, en fait, cette solubilité aussi, elle peut être augmentée en augmentant la pression. C'est-à-dire donc quand vous mettez plus de pression sur ce gaz-là, il va se solubiliser plus dans l'eau. Alors, augmentation de pression et diminution de la température, c'est quelque chose qui peut également se passer à l'intérieur des cellules de xylème la nuit. C'est-à-dire la nuit, les températures, donc, ils baissent par rapport aux températures du jour dans beaucoup de régions dans le monde. Dans la majorité du globe terrestre, donc en fait, les températures nocturnes sont beaucoup plus basses que les températures du jour. Alors, sauf dans la zone équatoriale, donc on fait que la température elle reste à peu près la même durant toutes les saisons et durant le jour et la nuit. Alors, donc, il y a cette différence de température entre le jour et la nuit qui fait que la nuit, donc, les températures sont beaucoup plus basses, mais également, donc, au cours de la nuit, puisqu'il n'y a plus de transpiration, parce que les stomates sont fermés, donc les stomates sont ouvertes pour la majorité des plantes le jour,
et si les stomates sont ouvertes, il n'y a plus de transpiration, alors que la plante peut continuer à absorber de l'eau. Continuer à absorber de l'eau, donc c'est des états de turgescence. Des états de turgescence, c'est des pressions positives à l'intérieur de la plante, c'est-à-dire c'est des pressions supérieures à la pression atmosphérique. Donc, en fait, les conditions qui peuvent régner à l'intérieur de la plante la nuit, donc en fait, ils sont favorables. Ils permettent l'explication de la disparition, donc en fait, de la cavitation, c'est-à-dire de cette bulle d'air qui peut se coincer au niveau des vaisseaux de xylème. Il y a plus d'eau, plus de turgescence, plus de pression. Il y a moins de température, une température plus basse qui va favoriser la solubilisation donc, de la bulle de gaz d'atmosphère dans les vaisseaux conducteurs. Donc, en fait, la cavitation, c'est quelque chose qui peut se passer le jour par moment de transpiration intense et qui peut disparaître la nuit. Et qui peut arriver dans certains vaisseaux conducteurs, mais pas dans tous les vaisseaux conducteurs. Et c'est quelque chose également qui, la plante peut également y remédier en produisant toujours plus de vaisseaux conducteurs. Donc voilà, donc par rapport à ce phénomène qui peut accompagner donc, la circulation de la sève au niveau du xylème. Alors maintenant, on arrive au niveau des feuilles. Alors en fait, donc, tout ça, donc, ça permettra donc, de faire circuler l'eau au niveau des racines jusqu'au niveau des feuilles. Au niveau des feuilles, donc cette eau-là, il est perdu par transpiration. Alors rappelez-vous donc ce que j'ai dit donc, lors de la première séance, c'est qu'en fait vous pouvez considérer donc, que ces plantes-là, donc c'est une sorte de tuyau qui relie le sol à l'atmosphère. Donc c'est-à-dire donc il y a circulation d'eau depuis le sol vers l'atmosphère. Et c'est ça ce que font les plantes. La majorité d'eau absorbée par les plantes, en fait, il est perdu, il est relargué à l'atmosphère par transpiration. Alors cette eau-là qui sort de la plante pour partir dans l'atmosphère, il est sous forme de vapeur, sous forme gazeuse. Donc en fait, l'eau sort de la plante vers l'atmosphère sous forme de vapeur à travers des structures spécialisées qu'on appelle des stomates. Alors ces stomates-là, ce sont des petites ouvertures. Ce sont des petites ouvertures au niveau de l'épiderme des feuilles. Ici, donc, vous avez une coupe transversale d'une feuille. Donc, vous avez la face supérieure, vous avez la face inférieure. Et c'est sur la face inférieure, donc, vous avez donc, des petits pores. C'est ce qu'on appelle les stomates. Alors ici, donc, vous avez donc, en fait, le parenchyme chlorophylien, puis le parenchyme lacuneux, et ici, vous avez un vaisseau conducteur. Au niveau de la surface ici des feuilles, donc, vous avez une couche de cuticule, donc, qui va recouvrir donc, les cellules épidermiques. Vous avez également la même chose ici. Alors en fait, donc, ce qui est important, c'est que l'eau qui sort, qui arrive ici par les vaisseaux conducteurs et qui sert par les pores, les perforations qu'on a vues dans les vaisseaux conducteurs dans le sens horizontal, va se retrouver au niveau des cellules du parenchyme lacuneux. Et ces cellules des parenchymes lacuneux, donc en fait, sont au contact directement avec des espaces où il y a l'air. Donc il y a de l'air, il y a de l'atmosphère à l'intérieur des feuilles. C'est ce qu'on appelle, d'ailleurs c'est pourquoi on l'appelle parenchyme lacuneux, parce qu'en fait il y a des lacunes, il y a des espaces, si vous voulez, remplis d'air. Il n'y a pas que des cellules de parenchyme, donc il y a aussi des lacunes, c'est-à-dire donc des espaces où l'atmosphère va pénétrer et venir au contact de ces cellules parenchymateuses. Alors c'est à ce niveau-là que se font les choses, les échanges, pardon, c'est-à-dire l'eau donc peut à ce moment-là être transférée des cellules vers l'atmosphère, et ce transfert-là également il est passif, c'est-à-dire il se fait selon un gradient de potentiel hydrique, c'est-à-dire si le potentiel hydrique le permet, donc en fait les molécules d'eau vont sortir des cellules du parenchyme
dans cette atmosphère-là. Et puis, dans cette atmosphère-là, c'est du gaz, c'est de l'atmosphère, c'est de l'azote, c'est de l'oxygène. Donc, en fait, les molécules d'eau donc, vont partir également sous forme gazeuse ici, et puis vont essayer de sortir vers l'extérieur de la plante par ces pores, par ces ouvertures qu'on appelle les stomates. Alors, ces stomates, donc, en fait, ce sont des structures spécialisées dans tous les échanges gazeux de la plante. C'est-à-dire, donc, tous les échanges de gaz entre la plante et l'atmosphère, ils vont se faire à travers les stomates. Alors, dans votre cours de nutrition carbonée, donc certainement, on vous en a parlé, donc c'est à travers ces stomates-là que la plante va faire rentrer du CO2. C'est à travers ces stomates-là que la plante va s'alimenter en dioxyde de carbone. Mais c'est à travers ces structures-là que également il va respirer, c'est-à-dire il va absorber de l'oxygène et produire du CO2 par respiration. Mais c'est à travers ces structures-là également qu'il va également faire de la photosynthèse, c'est-à-dire s'alimenter en CO2 pour faire de la matière organique. Mais c'est à travers également ces structures-là qu'il va échanger de l'eau avec l'atmosphère sous forme de vapeur. Donc, ce sont des structures impliquées dans l'alimentation en carboné, ce sont des structures impliquées dans tous les échanges gazeux avec l'atmosphère et ce sont des structures également impliquées dans les échanges d'eau avec l'atmosphère. Alors maintenant, cette eau donc, qui part dans l'atmosphère, donc on peut penser en fait que c'est de l'eau perdue pour la plante et que la plante ne devrait pas perdre de l'eau, surtout quand les conditions hydriques ne sont pas favorables, c'est-à-dire quand il n'y a pas assez d'eau. Quand il n'y a pas assez d'eau, donc la plante n'a pas intérêt à perdre beaucoup d'eau. Alors donc en fait ces stomates sont nécessaires à la nutrition carbonée, mais par moment, c'est-à-dire dans le cas où il y a un manque d'eau, ils permettent une perte de perdre beaucoup d'eau par la plante. Alors donc en fait, ce sont des structures que la plante peut contrôler, c'est-à-dire elle peut contrôler cette ouverture-là. Il peut contrôler cette ouverture-là, il peut augmenter l'ouverture ou la diminuer, c'est-à-dire il peut ouvrir les stomates ou les fermer. Alors, si on récapitule par rapport donc à ces stomates-là, ces stomates, ils permettent la nutrition carbonée de la plante. Mais en même temps, ils peuvent causer la perte de beaucoup d'eau pour la plante, surtout dans des conditions où l'eau n'est pas abondante. Alors la plante, vous voyez un peu, donc c'est une situation un peu délicate, un peu difficile pour la plante. S'il veut faire de la photosynthèse, s'il veut s'alimenter en carbone, il doit ouvrir les stomates. S'il ouvre les stomates, il va perdre de l'eau. Donc, en fait, beaucoup de plantes, sous beaucoup d'environnements, ils passent leur vie à ça. Ils passent leur vie à décider s'ils vont ouvrir les stomates ou ils vont les fermer. Et à quel degré ils vont ouvrir les stomates et à quel degré ils vont les fermer. Donc, c'est ce qu'on appelle la régulation stomatique. Alors, cette régulation stomatique, donc, en fait, ce n'est rien d'autre que les mécanismes par lesquels les plantes contrôlent cette ouverture des stomates. Alors, ces stomates, en fait, donc, si on regarde un peu d'un point de vue anatomique, donc en fait, on a deux types de stomates selon ce qu'on appelle les cellules de garde. Donc des cellules donc, en fait, qu'on va retrouver juste autour de ce port, de cette ouverture-là qu'on appelle l'ostiole. Donc ces cellules-là, c'est ce qu'on appelle les cellules de garde. Il y a des cellules de garde sous forme de reins, sous forme de grains de raïko. Donc ça, c'est ce qu'on a l'habitude de voir, peut-être ce qu'on vous a déjà dessiné quelque part, mais vous en avez d'autres qui sont sous forme de haltères
Les haltères, donc en fait, c'est les petites masses donc, que vous utilisez pour vous muscler les bras. Donc, vous avez ici une sorte de masse et là aussi avec quelque chose qui les relie. Donc, vous en avez deux types de stomates qu'on peut rencontrer chez les plantes. Et ces stomates-là également, c'est des structures qu'on rencontre chez presque toutes les plantes, depuis les plantes inférieures, depuis les ptéridophytes, donc jusqu'aux plantes vasculaires supérieures. Alors en fait, c'est l'état hydrique de ces cellules de garde qui va déterminer l'ouverture de cette ostiole-là. Cette ouverture-là, elle est contrôlée par l'état hydrique de ces cellules de garde. C'est-à-dire si ces cellules sont turgescentes, s'ils sont remplis d'eau, donc en fait l'ostiole, elle est ouverte. Donc, la turgescence de ces cellules provoque l'ouverture de l'ostiole. La plasmolyse de ces cellules-là va fermer cette ouverture-là. Donc, et par conséquent, donc, on va conclure qu'à des stomates fermés. Donc, en fait, les plantes peuvent contrôler donc, cette perte en eau, mais vous avez compris que ce n'est pas quelque chose de toujours favorable à la plante, parce qu'en fermant les stomates, ils vont également se priver, ils ne vont pas pouvoir s'alimenter correctement en dioxyde de carbone, mais s'ils ouvrent les stomates, ils risquent de perdre beaucoup d'eau. Alors d'où, donc en fait, ils passent leur vie à jouer sur cette ouverture des stomates pour augmenter un peu l'ouverture ou la fermer. C'est ce qu'on appelle la régulation stomatique. Donc la régulation de l'ouverture des stomates, c'est quelque chose qui passe par l'état hydrique des cellules de garde, c'est-à-dire par leur turgescence et par leur plasmolyse. Donc voilà, donc je vais devoir m'arrêter à ce niveau-là parce que donc cette question de régulation stomatique, donc en fait il faudra la traiter en un seul cours, en une seule séance. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire la prochaine fois. Donc, où on va décortiquer, expliquer d'une manière détaillée, donc, quels sont les mécanismes physiologiques, biochimiques qui permettent à la plante d'ouvrir ou de fermer ses stomates, c'est-à-dire donc en fait de contrôler l'ouverture stomatique. En contrôlant l'ouverture stomatique, elle va contrôler surtout la transpiration, c'est-à-dire les pertes en eau, donc la sortie de l'eau vers l'atmosphère. Donc voilà, donc on arrête aujourd'hui donc à ce niveau-là. Et puis donc si vous avez des questions, donc vous pouvez les poser. Donc on reste encore 5 à 10 minutes. Donc si vous voulez poser des questions. Donc sinon, allez-y, donc je vous écoute. Si vous avez des questions, donc si vous avez des choses donc, que vous n'avez pas bien comprises, donc je peux y revenir maintenant. Sinon, donc si vous n'avez pas de questions, donc bonnes vacances. Donc la semaine prochaine, donc c'est une semaine de vacances. Et donc on se verra la semaine d'après. Allez, bonnes vacances et bon courage. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Bonnes vacances à vous.